résultats du travail de notre étude sur le thème intitulé Ostéotomie autour du genou, ostéotomie autour du genou dans les déviations axiales frontales chez les enfants à l'hôpital Cure de Niamey à propos de 35 cas collégiés du 1er janvier au 31 décembre 2023. Notre présentation sera articulée autour du plan suivant. Après une brève introduction, nous allons présenter la méthodologie utilisée, les résultats recueillis et discuter nos résultats avec ceux de la littérature. Et après, nous allons conclure et donner quelques suggestions de recommandations. Pour clore cette présentation, nous allons vous présenter quelques images iconographiques. En introduction, la déviation fronto-axiale est un motif fréquent de consultation en orthopédie pédiatrique. Au Niger, en 2008, Mayak et Allier ont trouvé une fréquence de 1,46%. La déviation fronto-axiale peut être congénitale ou acquise. Le traitement chirurgical est fonction de l'étiologie de l'âge ou de la sévérité de la déviation. La déviation fronto-axiale chez l'enfant pose un problème de santé publique et sociale. L'âge chirurgical de cette ostéotomie pose un problème d'indication selon les différentes équipes. Les objectifs assignés à notre travail sont comme suit. En général, contribuer à l'amélioration de la prise en charge des déviations fronto-axiales du membre pelvien chez l'enfant selon l'expérience à l'hôpital Cure. Spécifiquement, nous allons rapporter les aspects épidémiologiques des déviations frontales chez l'enfant, décrire ses aspects cliniques et anatomopathologiques, rapporter les résultats cliniques et fonctionnels et formuler quelques recommandations. Pour mener à bien cette étude, nous avons utilisé la méthodologie suivante. Une étude rétrospective à l'hôpital Cure des enfants du Niger sur la période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre 2023, avec un recul de plus de 6 mois. Étaient retenus dans notre étude des patients d'âge inférieur à 15 ans opérés à l'hôpital Cure par une ostéotomie autour du genou pour une déviation frontale. N'étaient pas retenus dans notre étude des patients avec une déviation sagittale, des patients âgés de plus de 15 ans, des patients avec une déviation frontale non opérée et des patients opérés hors de la période d'étude ou dont les dossiers étaient incomplets. Le diagnostic était clinique avec la mesure de l'angle fémoro-tibial clinique qui nous permettait de classifier selon Ibrahima. Et le diagnostic était aussi radiologique sur des radiographies axiales des membres et des radiographies du genou, face et profil par des mesures angulaires. Ceux-ci nous ont permis de déterminer 3 types de déformations. Une déformation en genou valgum qui correspond à la réduction de l'écart intercondylaire et l'augmentation de l'écart intermalléolaire. En B, une déviation en genou varum qui forme un O avec une augmentation de l'écart intercondylaire et une diminution de l'écart intermalléolaire. Et la troisième image qui représente le coup de vent, qui est une association d'un genou valgum et d'un genou varum. L'évaluation préopératoire était clinique à la recherche des signes de rachitisme clinique, écart intercondylaire, écart intermalléolaire et langue fémoro-tibiale physique. À la radiologie, c'était la classification de Longskilled pour la maladie de Blount et les mesures angulaires MLDFA, mécanique latérale distale fémoral angle, MPTA, médial latéral proximal tibial angle. En post-opératoire, l'évaluation était faite sur le score PEDI-IKDC, Pediatric International Need Documentation Committee, qui évalue la fonction du membre, les symptômes et le niveau d'activité. La radiologie nous permettait de faire des mesures angulaires pour vérifier s'il y a une correction. L'indication était fonction de l'étiologie, l'âge, la sévérité ou de l'aggravation de la déformation après un traitement orthopédique et médical bien conduit. L'ostéotomie de validation est indiquée devant un genou varum, l'ostéotomie de validation devant un genou valgum, et ceci peut se faire par ostéotomie de soustraction, d'addition ou en don. La planification se fait sur la radiologie par la mesure des angles MLDFA et MPTA, dont la norme est de 87 degrés et les marges tolérées sont de 85 et 90 degrés.
La détermination du cora, qui est le centre de rotation angulaire et qui est représenté par la bissectrice entre l'axe anatomique du segment proximal et l'axe anatomique du segment distal de l'os déformé et qui nous permet de déterminer le niveau de l'ostéotomie. Le protocole chirurgical, tous nos patients étaient sous anesthésie générale, plus un bloc sensitif et une antibioprophylaxie à base de ceftriaxone. Ils étaient installés en décubitus dorsal solitale ordinaire avec un garrot pneumatique à la racine du membre et sous amplificateur de brillance. La voie d'abord était centrée sur le niveau de la déformation déterminé préalablement lors de la planification par le cora et l'immobilisation plâtrée est souvent complémentaire pour maintenir l'ostéosynthèse. Ici-même, en A, nous avons l'image de deux broches vides qui sont introduites pour délimiter l'angle de correction sur un fémur distal. Et en B, nous avons une image scopique d'un embranchage croisé post-ostéotomie sur un fémur distal. Le matériel utilisé dans notre étude était soit des broches de Kirchner, soit un Rochnell, soit des plaques ou un fixateur externe type Hoffman 3. Le protocole médical post-opératoire était par voie orale, paracétamol 15 mg, ibuprofène 10 mg, tramadol 2 mg par kg de poids corporel. Une supplémentation en vitamine D, faite de stérogie 200 000 unités internationales en cas de rachitisme en pré et en post-opératoire. La kinésithérapie était prescrite chez tous nos patients. Une contraction isométrique pour tous les patients, agit une verticalisation pour plus de déambulation sans appui pour les patients qui n'avaient pas bénéficié du plâtre. Et à 6 semaines, la déambulation sans appui était autorisée chez les patients qui avaient des plâtres. À 12 semaines, l'appui est autorisé chez tous les patients sous réserve du cadre radiologique. Et selon le besoin de chaque patient, la rééducation est continue. La collecte de nos données ont été faites par fiche d'enquête préétablie et sur un logiciel de registre médical électronique EMR. Et nos images radiologiques ont été traitées et analysées par le logiciel Stradus radiologique. Et nos données ont été entrées par le logiciel Epidata. L'analyse des données ont été faites et traitées par le logiciel EpiInfo et Excel et la bibliographie entrée par le logiciel Zotero. Cette méthodologie nous a permis d'aboutir aux résultats suivants. Sur 443 chirurgies orthopédiques réalisées en 2023, 35 cas étaient faits d'ostéotomie pour les déviations fronto-axiales, soit 7,9% des cas. Dans notre échantillon, l'âge inférieur à 10 ans était prédominant avec 54,29% des cas. L'âge médian était de 6 et les extrêmes de 5 à 15 ans. Le sexe féminin était dominant avec un sexe ratio de 1,33. 65,71% de nos patients n'étaient pas scolarisés et 51,43% étaient nés de parents consanguins. Le genou valgum était la déviation la plus fréquente avec 45,11% des cas. Il était bilatéral dans 57,14% des cas. Et la classification d'Ibrahima révèle que les cas sévères étaient les plus dominants avec le valgum sévère à 28,57%, le varum sévère à 22,86% et le coup de vent sévère à 8,57%. Et le rachitisme était l'étiologie la plus fréquente avec 65,11%. La déformation du genou était le principal motif de consultation associé à de la douleur dans 51,43% des cas. Et les mesures préopératoires nous révèlent des extrêmes de 60 et 158 degrés pour le MLBFA et de 40 et 100 degrés pour le MBTA. 62,86% de nos patients étaient opérés entre la tranche d'âge 5-10 ans. Le niveau d'ostéotomie le plus fréquent était fémoral à 48,57%. L'ostéotomie de soustraction était la plus fréquente avec 51,43%. Et le geste le plus associé, le plus fréquent était l'ostéotomie du péroné avec 51,43% des cas. Et les broches étaient le matériel d'ostéosynthèse le plus utilisé avec 62,86% de cas. Les mesures post-opératoires immédiates nous révèlent des extrêmes de 84 et de 93 degrés pour le MLBFA et de 73 et de 90 degrés pour le MPTA. Au grand recul, ces
Ces extrêmes sont de 85 à 89 degrés pour le MLDFA et 82 et 89 degrés pour le MPTA. Nous avons, au grand recul, utilisé la PDIKC pour pouvoir évaluer la fonctionnalité. On avait 62,82% de bons résultats et nous avons enregistré 8,11 de 57% de complications faites de 2 récidives et d'une infection. La consolidation était effective entre 6 et 22 semaines, dont la moyenne était de 8,75 semaines. Tous nos patients étaient satisfaits. L'analyse BIBA révèle qu'il y a une relation statistiquement importante entre la consanguinité et la nature de la déviation. Il n'y avait pas de relation statistiquement significative entre la consanguinité et l'étiologie, l'angle fémoro-tibial et le résultat fonctionnel, l'âge d'apparition de la déviation et le résultat fonctionnel, l'âge de chirurgie et le résultat fonctionnel. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, permettez-nous de discuter nos résultats avec ceux de la littérature. L'âge moyen de notre étude était de 6,59 ans, différent des résultats de Ibrahima et Allié au Cameroun qui ont retrouvé 3,5 ans et Jamil et Allié en Malaisie qui ont retrouvé 4 ans. Ceci peut s'expliquer par la consultation tardive de nos patients. 65,75% de nos patients étaient non scolarisés, contraire à ceux de Sanga et Allié au Cameroun qui avaient 100% de scolarisés. Et ceci s'explique par le fait que son étude a été faite dans le milieu scolaire. Le rachitisme était l'étiologie la plus fréquente avec 65,11% des cas, similaire aux résultats retrouvés par Ibrahima et Allié et Benou et Allié au Bénin, respectivement avec 70,22% des cas, 70,32% des cas. Il y avait une prédominance de bilatéralité à 57,14% des cas dans notre étude. Ce résultat similaire à ceux de Ibrahima et Allié au Cameroun qui avait 57,8% des cas. Ceci peut s'expliquer par le niveau socio-économique bas dans nos sociétés, dans nos contrées et la malnutrition qui sévit toujours dans nos contrées. Il y avait une prédominance de la déviation en valgus à 45,11% des cas, résultat différent de Jamil et Allié en Malaisie qui avaient retrouvé 81,8% de valgus. Ceci peut s'expliquer par la différence de la prédominance des populations dans notre étude. Nous avions une prédominance de filles et une prédominance de garçons chez M. Jamil. Le siège de la déformation radiologique était plus fémoral dans notre étude. Ceci est différent des résultats de Benou et Allié au Bénin qui avaient retrouvé une fréquence égale entre le fémur et le tibia. La mesure préopératoire des angles MLDFA et MPTA ont donné des extrêmes respectifs de 60 et 158 degrés, 40 et 100 degrés. Les résultats sont similaires à ceux de Bahar en Égypte qui ont retrouvé 106 et 117, 74 et 91 degrés. Les broches étaient le matériel d'ostéosynthèse le plus utilisé, différent des résultats de Gougoud et Allié au Maroc qui avaient utilisé plus d'amalgame de blood. Et ceci peut s'expliquer par le fait que sa population avait plus, l'étiologie de sa population avait une prédominance de maladies de blood par rapport à la nôtre. L'évaluation au grand recul retrouve un score fonctionnel de 62,86% de bons résultats, un angle axial mécanique normaux corrigé de 96,24% des cas. La satisfaction subjective des patients et de la famille était à 100%, résultats similaires à ceux de Sanga et Allié au Cameroun, Jamil et Allié en Malaisie. En conclusion, nous pouvons dire que la déviation fronto-faciale chez l'enfant est une pathologie fréquente et d'une étiologie prédominante de rachitisme. Et le traitement chirurgical dépend d'une bonne planification préopératoire. La correction par estrotomie nous a donné des bons résultats. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, permettez-nous de vous suggérer quelques recommandations. Aux autorités, équiper le service de chirurgie orthopédique et traumatologie en matériel de pointe, équiper les hôpitaux de systèmes d'archivage et de gestion des dossiers numériques, renforcer la lutte contre la malnutrition infantile qui est la cause de rachitisme carentiel, promouvoir la spécialisation en chirurgie orthopédique et traumatologique pour combler les manques dans le pays. À l'administration et au personnel soignant de l'hôpital U, renforcer la politique de sensibilisation des populations, renforcer la collaboration avec les formations spécialisées chirurgicales pour permettre les échanges de connaissances. À la population, de consulter en cas de déformation du genou de l'enfant, respecter les
des consignes médicales qui leur seront prescrites. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, nous avons quelques iconographies à vous présenter. Nous avons le premier cas, ce sont des jumeaux âgés de 5 ans chez qui le diagnostic de genou varon bilatéral ont été posés sur la clinique et la radiologie et l'ostéotomie de vagination a été indiquée. À 12 mois post-opératoire, nous avons des radiographies axiales du genou de face qui nous montrent la réaxation des membres et l'image physique des jumeaux. Le deuxième cas est un patient de 7 ans, âgé de 7 ans, chez qui le genou valgum bilatéral a été posé comme diagnostic sur la clinique et la radiologie et l'ostéotomie de varisation indiquée et réalisée. La radiographie post-opératoire immédiate nous montre une réaxation des membres avec un embranchage croisé bilatéral. Et à 6 mois, nous avons le patient, l'image physique. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, nous voilà à la fin de notre présentation. Merci pour votre attention. Merci de m'avoir associé à l'évaluation de ces mémoires de DES. C'est l'occasion que vous me donnez de siéger pour la première fois à vos côtés. C'est un honneur pour nous et de siéger aussi aux côtés du professeur Ali Ada ainsi que des autres collègues. Donc, pour la présentation, je vais commencer d'abord par votre présentation orale. C'était vraiment bien. Les diapos ne sont pas surchargés, c'est clair. Vous maîtrisez votre sujet, vous avez fait 16 minutes. Vraiment pas de commentaires là-dessus. Par contre, pour votre travail pour le document, le professeur a dit nulle œuvre humaine n'est parfaite. Pour la forme, vous n'avez pas respecté les un tiers, mais c'est plus ou moins équilibré entre les parties. Vous nous avez épargné des rappels atomiques et autres. Et aussi, le document est truffé de fautes. Chaque page, chaque paragraphe, faute d'orthographe, faute d'inattention, donc il faut veiller à ça. Un truc général aussi par vos figures. Toutes les figures ne sont pas annoncées dans le texte. Aucune figure n'est annoncée dans le texte. Juste on voit des figures parachutées. Il faut les annoncer. Par exemple, à la page 7, vos figures qui sont à la page 8. Le A, il fallait mettre juste après varus. Après varus, il fallait mettre figure 1B. Valgus figure 1A. Et coup de vent figure 1C. Ok, il ne faut pas parachuter les figures comme ça, on ne sait même pas c'est en rapport à quoi. C'est vrai, on est des orthopédistes, nous on comprend, mais c'est un document scientifique, il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ok. À la page 10, vous avez fait une remarque très pertinente. Je vais encore titiller les anciens. Vous avez dit, notons qu'aucun de nos patients n'a réalisé de pangorogramme. Le pangorogramme en charge, c'est vraiment très important dans la planification pour faire les ostéotomies, pour corriger les axes de c'est le lieu de faire une plaidoyer auprès des anciens, professeur Ali, Ada et puis professeur Souna. Vraiment, il faut que vous... Les jeunes n'ont pas vos yeux. On n'a pas la même capacité de voir sur une radiographie. Ce matin, je disais au professeur Fastos que j'ai entendu parler de cure pour la première fois à DIFA, où on devrait faire une ostéotomie. Le patient a été pris en charge par cure, je ne sais pas pour quelle raison, ils l'ont truc là. À DIFA, on peut comprendre qu'on peut faire une ostéotomie sans pangorogramme, mais à Niamey, dans tout le Niger, qu'on me dise qu'il n'y a pas de pangorogramme pour un professeur, il faut que vous fassiez quelque chose. À la page 16, c'est une question. Les lois de l'ostéotomie, là, je voulais savoir quelles sont vos références pour les lois de l'ostéotomie. Bon, la page 7, il y a toujours les mêmes problèmes de figure.
Bon, je vous épargne la page 20, vous avez parlé des repères, l'interne articulaire du genou et le centre du grand trochanter. Normalement, pour la voie externe, il faut ajouter le condyle ou la face externe de la patella. Vous avez dit à la page 21 que repérer le bord postérieur du muscle vaste latéral est soulevé en avant à l'aide d'une rugine. La rugine ne sert pas à soulever. C'est vrai, c'est que le geste que vous avez vu les chirurgiens faire, dès qu'ils mettent le truc, ils mettent la rugine, ils mettent la rugine avant de mettre le contre-coudé. Ce n'est pas pour soulever, la rugine ne sert pas à soulever. Vous êtes orthopédiste, il faut utiliser le matériel qu'il faut. Bien, vous avez dit que à la page 22 que vous mesurez l'axe par le fil de bistouri électrique. Le fil ne sert pas à ça. Certes, on fait ça dans nos pratiques, mais pour un document scientifique qui est censé être vu par d'autres trucs, il faut revoir ça, ok? Il y a un matériel pour mesurer l'axe, ce n'est pas avec le fil électrique. Voilà, la page 23 aussi, vous dites que, d'autant qu'il faut toujours commencer par l'ostéotomie de la fibula. Ça, c'est pour l'ostéotomie de valgisation, soustraction externe. Ok, si je fais une ostéotomie de soustraction interne, je n'ai pas besoin de toucher à la fibula. Les autres trucs, je vais vous épargner de ça. Et voilà, à la page 52, vous dites type de traitement là. Vous mettez le traitement médical consistait. Vous avez oublié la suite de la phrase. Le tableau, page 53, le tableau qui est 16, répartition des patients selon le côté, selon le geste chirurgical, ce n'est pas le geste chirurgical, c'est le côté opéré. Parce que vous avez mis droit, gauche, ça c'est pas un geste chirurgical, ok? Bon, toujours page 56, vous dites ostéotomie oblique du périnée. Ce n'est pas le périnée, je pense que vous avez voulu mettre péroné. Utilisez la fibula, ok? La nouvelle nomenclature c'est la fibula. Vous n'êtes pas de la même catégorie, du moins âge que le professeur, ok? Eux, ils peuvent utiliser le péroné, mais vous utilisez la fibula. Voilà, à la page 65, pardon, il y a une référence Fiogbe et collaborateur que je ne retrouve pas dans vos références. Vous avez dit Fiogbe et collaborateur au Bénin. Il n'y a pas ça dans vous n'avez pas listé. Et la majorité de vos références, certains, vous ne mettez pas le numéro. Voilà, à la page 69, dans l'évolution, vous avez dit que nous avions enregistré dans notre série 9,09. Je suppose que c'est pourcent de complications, c'est ça? Si c'est pourcent de complications, ça ne correspond pas à l'écart. Dans votre résumé, que ce soit en français ou en anglais, vous avez parlé à propos de 44 cas. Je pense qu'il y a une erreur aussi. Hein. Page 72. Page 72 et l'abstract en anglais, page 114. Méthode, c'est une étude rétrospective linéaire à propos de 44 cas. Vous avez vu? Dans vos recommandations, je vous suggère de recommander à l'intention de, je ne sais pas si c'est l'administration ou bien les autorités, on commence à réaliser le pangonogramme en charge au Niger. C'est important pour vous, les jeunes. On est actuellement en train de former des 2S. Il faut que ces 2S soient compétitifs et qu'ils soient à la page, quoi. Pour vos références, vraiment, j'ai trouvé que 19 références, c'est peu. En plus, beaucoup de références sont assez vieilles, 2007, 2009. Il faut au moins des références de 8 à 10 ans comme ça, ok? Il y a trop de thèses aussi. Je ne suis pas content. Il faut quand même
il faut trouver des références plus récentes. C'est vraiment un travail très, très intéressant pour un orthopédiste. Pour un orthopédiste, l'ostéotomie autour du genou, c'est le quotidien, c'est une intervention très intéressante. C'est vraiment un sujet très intéressant. Et quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, c'est, vous avez parlé de la planification. Aujourd'hui, toute intervention, il faut planifier. Même si c'est une fracture simple, il faut planifier. On ne part pas maintenant dans les trucs. Il faut voir les radios, faire tout ce que vous voulez. Dans la planification, vraiment, vous avez besoin d'un pangologramme en charge pour le truc. Docteur Sani Milka, merci beaucoup de m'avoir associé à ce sujet aux côtés de illustres maîtres. Et j'ai pu comprendre que je voulais demander à M. Kofi que l'aventure ne fait que commencer. Vous avez été patient, je vous remercie, vous avez été patient, mais l'aventure ne fait que commencer. Quand on choisit d'être chirurgien, c'est pas... Les autres spécialités m'excusent, mais c'est pas comme la dermato ou le truc. Hein. Un chirurgien, c'est un bosseur. Il faut se donner à 100%. Et c'est le métier même qui vous impose ça. Je vous félicite pour votre travail. J'espère que ça ira, Inch'Allah. Bon courage, bon vent et beaucoup de patience. Monsieur le Président, j'en ai fini. Merci beaucoup. La question qui était posée, c'est la référence pour les lois de l'ostéotomie que nous avons introduit dans notre document. C'est le Basic Deformity Analysis. C'est un document qui est utilisé à l'hôpital Cure pour la planification des ostéotomies. Merci. C'est l'occasion de remercier donc le docteur Delatou également de m'avoir associé à l'évaluation de ce travail. Et c'est une occasion également dans le cadre de ce mémoire donc de rencontrer le docteur Fasto, avec qui donc à l'occasion de ce mémoire nous avons commencé à prendre contact. Et je pense que donc, les échanges seront fructueux. Et c'est l'occasion également de rencontrer le docteur Garba, donc, qui j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour la première fois et pour qui j'imagine donc nous aurons l'occasion de nous côtoyer fréquemment. Donc par rapport à mon intervention, donc, je vais juste commencer par l'évaluation, l'appréciation de ce travail avant de parler de l'impétrance. L'appréciation globale qu'on peut avoir, c'est une appréciation qui est positive, aussi bien concernant le contenu, le choix du thème est pertinent. Donc on est tantôt dans le cadre d'une malformation, tantôt dans le cadre d'une déformation qui est cliniquement apparente, pour lequel on peut obtenir des résultats qui sont visibles. Et donc l'enjeu, je pense que surtout par rapport aux orthopédistes et aux traumatologues, c'est qu'ils sont engagés dans une bataille culturelle qui est de l'acceptation du traitement chirurgical de ce qui est des fractures et des déformations. Je pense qu'on a un sérieux problème par rapport à ça. Ça va même au-delà du problème de l'éducation. Alors si pour une malformation qui est visible telle que ces déformations du genou, on peut faire un traitement, les gens en voient les résultats, ça peut être donc un pas pour maintenant peut-être accepter tout ce qui est la prise en charge, par exemple des fractures, pour lesquelles très souvent les gens ont le réflexe d'aller voir le praticien. Donc ça, c'est par rapport à ce choix-là, effectivement. La méthodologie, donc, elle a été vraiment très décrite de façon détaillée. Pour ce qui est de la forme, les formes donc les principes ont globalement été respectés. Et néanmoins, quand même, donc, on a donc des remarques, des critiques à faire par rapport à ce travail. Au niveau de la page de couverture, juste un détail, au niveau de mon nom, il faut mettre agrégé. Hein. On aspire à enlever le AG, mais pour le moment, il faut le mettre. Maintenant, si on va au niveau de l'introduction, c'est un temps qui est important. C'est vrai que vous n'avez pas de généralité, mais dès l'introduction, commencez à définir
Donc là, ce qui va être au centre de votre propos, c'est l'ostéotomie et les déviations frontales. Je pense que les termes de handicap, d'impact socio-économique doivent apparaître. Le but de l'introduction, c'est de montrer pourquoi on a décidé d'étudier tel thème, par sa gravité, par sa fréquence. Et donc, il faut mettre ça en évidence. Et effectivement, déjà là, il y a quelques erreurs. Paris, c'est en majuscule. A retrouvé accent aigu. L'enjeu, vous avez précisé que vraiment c'est un défi thérapeutique. Je pense qu'il faut donner plus de détails. Et là, on va y revenir au niveau de la discussion. Il fallait encore plus développer, puisque c'est ça qui est au centre. Ce n'est pas les déviations frontales le centre de votre propos, ce sont les ostéotomies et leurs résultats, et éventuellement donc tout ce qui est de la décision des indications. Si on en vient ensuite à la page 5, la partie méthode, patient et méthode. L'étude portait sur 35 dossiers. 35 dossiers, c'est déjà un résultat. La méthodologie, c'est la recette, c'est la méthode que vous allez adopter. Et grâce à cette méthode-là, c'est ce que vous décrivez pour que les autres puissent reproduire la même expérience. 35 résultats, c'est 35 patients, c'est déjà un résultat. Donc vous le mettez dans la partie résultats. Les critères de non-inclusion. Les critères de non-inclusion ne sont pas l'opposé des critères d'exclusion. À partir du moment où vous avez dit qu'ils ont tel âge, c'est de telle période, vous n'avez plus besoin de dire que je ne prends pas les patients hors de cette période. Les critères de non-inclusion, ce sont les patients qui remplissent tous les critères d'inclusion, mais pour une quelconque raison, vous ne pouvez pas les inclure. Si par exemple c'est une reprise, c'est un malade qui a été réopéré, ou bien qui a été déjà pris en charge dans une autre structure, vous l'excluez. Et comme vous l'avez dit, le dernier critère, les patients ayant les dossiers incomplets, là c'est un critère de non-inclusion. C'est un patient qui a été opéré, dans la période d'étude, il a bénéficié d'une ostéotomie, mais par exemple certains angles n'ont pas été mesurés avant l'intervention, nous avons décidé de l'exclure. Ensuite, il y avait à la page 7, en fait là, comme il n'y avait pas de généralité, beaucoup de choses dans la méthodologie relèvent des généralités. Vous voyez, par exemple, valgus, c'est la déformation du genou en X, ça ce sont des définitions. La figure numéro 1, c'est des résultats. Ce n'est pas vous n'êtes pas dans la partie, on ne doit pas la mettre dans la partie patient et méthode. C'est des résultats. Soit vous mettez dans la partie résultats, soit vous mettez dans l'annexe. Ou bien, quand vous dites, nous avons utilisé le score PIKDC car il était mieux adaptable à nos patients. Ça, c'est dans la discussion. Dans la partie méthode, vous dites, voilà ce qu'on a utilisé. Maintenant, dans la partie discussion, vous dites, la raison pour laquelle on l'a utilisé, c'était pour telle ou telle raison. Et puis, vous pouvez discuter d'autres scores ou d'autres classifications. C'est la même chose à la page 10. Donc là, il y avait les résultats. Tous les patients ont bénéficié d'une radiographie axiale du membre. Vous décidez que l'un de vos paramètres à étudier, c'est combien, c'est la réalisation d'une radiographie axiale du membre. Et maintenant, dans les résultats, vous dites aucun n'a bénéficié. Vous voyez la nuance entre les deux. C'est la même chose pour le pangonogramme. C'est un résultat. Le paramètre, c'est de dire quel est le bilan d'imagerie qui a été fait, mais le résultat, c'est de dire qu'aucun n'a bénéficié de tel ou tel examen. Donc c'est la même chose pour la figure 2, c'est des résultats. Je continue. La détermination du quora, page 16. Je ne sais pas si une illustration aurait pu peut-être aider à mieux comprendre cette partie du texte. Ça, c'était à la page 16. Si on en vient maintenant à... Oui, là, il faut faire attention à la page 20, à partir de la page 20 et 21, c'est la technique opératoire. Là, c'était une écriture télégraphique. Il faut faire des phrases complètes. Vous voyez, page 21, après incision cutanée, sous-cutanée, repère et incision du fascia. Des phrases complètes, sujet, verbe, complément. Donc, ne pas utiliser le même que dans le compte-rendu opératoire. La figure 8, il faut donner les références, mettre la référence au niveau de la légende.
Même remarque à la page 23, à la fin, pour l'ostéotomie en dôme. Vous voyez, dissection du tissu sous-cutané, ouverture, fascia, du muscle antéro-latéral. Donc, on dissèque des phrases complètes. Ensuite, je viens à la page 31. Ici, lorsque vous avez fait l'analyse Ivari, vous avez fait le test qui carré. Il faut l'annoncer dans la partie passée à une méthode et dire, voilà, avec un seuil de temps qui est considéré comme un résultat donc significatif. Donc là, il y a eu à la page 32, cependant, les patients ont signé des documents de consentement. Donc c'est les parents qui ont signé le document. À la page 33, là, vous avez dit il a été enregistré 624 cas de déviation frontale. Mais ensuite, on voit 35 cas. C'est là où je n'ai pas compris le lien. C'est-à-dire qu'il y avait 624 cas, mais à un moment, il faut que vous me dites que parmi ces 624 cas, 35 ont été avec les dossiers. Donc la remarque du Dr Garba, toutes les figures, c'est systématique, il faut toujours les évoquer. Ils doivent être évoqués dans les textes, figures et tableaux. À la page 34, là, c'était la répartition selon l'âge. Je pense que vous aurez pu affiner la répartition. Là, vous avez vraiment divisé en deux, moins de 10 ans, plus de 10 ans. Or, je pense que vous pouvez affiner surtout la catégorie en dessous de moins de 10 ans pour avoir une appréciation plus précise. Et voilà pourquoi, si vous voyez à la page 35, vous dites une partie a été non scolarisée. Mais attention, parmi les moins de 10 ans, il y en a qui n'ont même pas l'âge d'être scolarisés. Donc vous voyez, c'est-à-dire que le préscolaire, c'est normal qu'il ne soit pas scolarisé. Je viens ensuite à la page 38. Donc là, vous parlez de retard staturo-pondéral. Donc il faut caractériser ce retard-là. Et vous dites, et peut-être dans la partie patient et méthode, vous dites comment vous l'avez caractérisé. Vous avez utilisé un Z-score. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme critère pour dire qu'il y a un retard staturo-pondéral? Avez-vous vu utiliser les abacs de l'OMS ou quoi que ce soit? Et il faut le qualifier. Est-ce que c'est un retard qui est prononcé ou pas? En fonction de la méthode de mesure. Ensuite, donc antécédent, à la page 40, c'est antécédent de traumatisme. Donc le traumatisme au niveau du membre qui est le siège donc, de la déviation par la suite. J'en viens ensuite à la page 45, rotation du membre pelvien, c'est ça? Ensuite, à la page 50, là vous avez marqué examen de l'appareil locomoteur. Or, l'examen locomoteur avait commencé depuis, puisque vous avez évalué les déviations, les rotations. Donc vous pouvez dire le reste de l'examen de l'appareil locomoteur. Et une remarque, il faut toujours mettre les chiffres, les résultats en valeur absolue. Surtout en dessous d'un effectif de 35 à 40 patients où en principe, vous n'avez même pas le droit d'utiliser les pourcentages. Donc vous voyez là, quand vous dites 94,29%, il faut au moins marquer entre parenthèses N tant de patients. Et je pense que ça devait être placé avant même, par exemple, l'origine de l'angulation ou bien la classification. Ainsi que vous avez parlé d'inégalité de longueur des membres, mais vous n'avez pas précisé jusqu'à quel degré on avait ces inégalités-là. À la page 51, sur le tableau, il faut marquer l'unité, le moyen de mesure degré, le cercle c'est un angle effectivement, mais vous mettez donc le degré. Page 52, ça c'est âge lors de l'intervention, pas l'âge de l'intervention. Et l'intervention avait lieu à l'âge entre 5 et 10 ans. Page 53, ça c'est une remarque de forme. Une phrase commence toujours par une lettre.
Donc vous mettez 77,14%. Il faut toujours commencer par une lettre. Vous pouvez dire pour 74, mais on ne commence pas par des chiffres. Ensuite, à la page 57, le tableau 18. Je pense, si on fait référence au tableau 15, peut-être qu'il fallait présenter ces résultats-là de façon similaire, puisque c'est les deux qui sont en miroir, avant l'intervention et après l'intervention. L'un, vous avez présenté de façon différente de l'autre, ou ici, vous donnez les moyennes. Donc, ça aurait été intéressant de le présenter de la même manière que le tableau 15, qui était les mesures donc avant l'intervention. Pour le tableau 20, à la page 59, vous précisez l'unité, toujours de mesure, c'est en semaines. Donc, il faut que le tableau puisse être compris indépendamment du texte. À la page 63, vous avez le tableau 25. C'est un tableau qui est sur 2 pages. Il faut carrément aller à la page pour avoir l'intégralité du tableau sur une seule page. Et ici, vous aviez débuté une analyse bivariée. Et justement, ça aurait été intéressant d'affiner votre analyse par rapport à vos résultats. C'est-à-dire que vous avez eu 2 cas, je pense, un cas d'hypercorrection et un cas d'hypocorrection. Justement, est-ce que c'était le lieu d'analyser ces résultats-là en fonction de la lésion, donc les formes bilatérales, en fonction de l'étiologie, les formes traumatiques ou bien les formes congénitales, en fonction du degré de déviation ou bien en fonction du type de traitement. Puisque c'est le centre de votre étude, c'est l'aspect thérapeutique. Et donc, vous prenez le temps de faire des analyses bivariées par rapport à vos résultats pour essayer de trouver des facteurs qui sont en cause. Maintenant, si on en vient à la partie discussion et commentaires, je pense que devant une discussion, avant tout, il faut évoquer vos objectifs. Est-ce que vous avez pu les atteindre et quelles sont les limites de votre travail? Par exemple, c'était une étude rétrospective. Peut-être que le nombre de la durée du travail, vous aurez aimé l'étendre. C'était une étude monocentrique. Il faut toujours, de façon humble, dire voilà ce que j'ai obtenu, mais attention, voilà les limites de mon travail avant de continuer la discussion. Donc page 67, là, vous voyez, c'est les interlignes. Regardez à la fin, vous voyez, l'interligne est différente du reste du texte en haut. Il faut uniformiser l'interligne. Dans les étiologies de la déformation, page 68, je pense là c'était intéressant parce qu'on a identifié vraiment des causes et ça signifie qu'on a des possibilités de prévention. Vous avez parlé du rachitisme, il y a également la consanguinité. Donc tout ça, ça montre qu'il y a des possibilités de prévention. À la page 69, je pense que la partie du traitement devait être vraiment développée puisque c'est le centre de votre étude. Ensuite, dans la... Je vais aller directement au niveau des références. Effectivement, là, vous aurez pu étoffer. C'est vrai qu'il n'y a pas de généralité, mais vous pouvez étoffer. Et c'est vrai qu'en termes de crédibilité, les articles ont plus de valeur que les mémoires, qui ont, eux, plus de valeur que les thèses. Donc, il faut évoquer le moins possible de thèses. Vous avez quand même pu faire l'effort d'avoir, je pense, une étude qui date de 2024, mais je pense qu'il doit y avoir probablement encore beaucoup d'autres études, surtout anglophones dans le domaine, où vous pourrez étoffer vos références bibliographiques. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, quant à la candidate, donc j'ai peu eu l'occasion de la côtoyer. Je l'ai connue par l'intermédiaire de son travail, qui a bien témoigné pour elle par rapport donc à ses qualités. Quoi qu'il en soit, quelle que soit donc l'issue de cette soutenance, je la félicite pour assurément tous les efforts qu'elle a déployés pendant le DES, parce que passer d'année en année déjà en soi,
c'est déjà quelque chose qu'il faut féliciter. Et le fait d'avoir réussi à mener de bout en bout cette étude-là. Et si son travail est accepté, donc je lui souhaite vraiment une bonne carrière en tant que chirurgien orthopédiste et une bonne vie de famille. Et félicitations, quoi qu'il en soit également à la famille, qui est un allié donc indéniable pour pouvoir évoluer dans nos études et dans notre carrière. Merci, Monsieur le Président. Jamais. Merci, professeur. C'est déjà un honneur pour moi d'être dans ce jury. C'est un grand honneur de pouvoir justement faire ce travail de façon collégiale avec notre confrère de l'hôpital Pure. Et merci pour justement cette opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir mener ce travail-là. Merci pour la confiance, en nous confiant justement ce travail. Je profite aussi pour vous remercier pour votre leadership, parce que vous êtes le grand partisan en tant que tel sur ce travail-là. Donc merci pour l'accompagnement au quotidien, merci pour l'enseignement. Je souhaite que Dieu vous garde aussi longtemps que possible en bonne santé, pour que nous puissions continuer à profiter de votre expérience et de votre savoir. À l'endroit de mon maître, le professeur Omid, merci vraiment pour votre expertise, pour, je vais dire, les remarques très pertinentes, l'expertise que vous avez amenée par rapport à ce travail-là, qui vont sans nul doute nous permettre de bien justement améliorer la qualité, pour le rendre vraiment définitivement un travail très riche, qui sera sûrement vendu n'importe où. Et merci beaucoup pour la collaboration au quotidien, que ce soit sur le plan pratique, au niveau de la gestion des malades, mais aussi sur le plan académique avec les étudiants, les DST. Je prie aussi Dieu qui nous garde aussi longtemps, en bonne santé, que nous continuions davantage à collaborer, surtout sur le versant orthopédie pédiatrique. Donc merci beaucoup pour votre présence ce matin. À l'endroit de mon confrère, le docteur Garba, merci beaucoup vraiment pour l'honneur que vous nous avez fait en acceptant de siéger et aussi en faisant des remarques très pertinentes. Merci beaucoup. Nous allons les prendre en compte pour justement améliorer la qualité de ce travail. Et à l'endroit du docteur Fasco, I'm going to talk in English. My English is not better, but I'm going to try. Thank you for honoring us to be there in this work, and I appreciate that your team have all of this patient was obtained by your team. So thank you for this collaboration. Thank you for this wonderful scientific work. And I'm going to talk about the form, and we are going to talk about the patient and the work. Thank you very much for this collaboration. Et donc par rapport à ce travail-là, c'est un travail extrêmement intéressant. Je pense que Dr Nouman l'a dit, c'est un travail d'orthopédie. Je pense que tout orthopédiste est très sensible à un travail d'ostéotomie, parce que c'est un travail de précision, c'est un travail de correction et qui a une valeur fonctionnelle très très importante chez ces malades. Donc c'est déjà par rapport au choix du thème, comme le professeur l'a dit, c'est un choix très pertinent. On n'en disconvient pas vraiment, je pense que tout le monde est d'accord, c'est un thème très très pertinent. Et pour cela, nous félicitons justement l'MP30 et aussi l'hôpital Pure qui nous a permis de pouvoir réaliser ce travail dans leur cadre. Donc voilà, en faisant ce travail-là, en réalité, on visait deux objectifs principaux et je pense qu'ils sont largement atteints. Le premier, c'est quoi? Je pense que les ostéotomies, notre maître, le professeur Souna, et c'est lui en tout cas qui en fait beaucoup plus au Niger. On a déjà une grande expérience en matière d'orthopédie, dans le plan, enfin sur le côté, sur le bassin ostéotomie. Donc il y a beaucoup d'autres travaux qui ont été réalisés de façon globale. Il y a une grande série de plus de 300 et quelques malades d'ostéotomie qui a été corrigée. Sauf que dans cette série-là, il y a en fait il y a du tout dedans. Donc, il y a le côté adulte, il y a le côté pédiatrie, parce que c'est un service vraiment polyvalent. Et cette fois-ci, nous avons voulu voir le versant pédiatrique. En réalité, qu'est-ce que la population pédiatrique justement occupe par rapport à toutes ces ostéotomies qui ont été réalisées. Et on a choisi justement l'endroit idéal, parce qu'ils ne font que chez les enfants.
l'hôpital Cure pour pouvoir avoir justement cette précision-là. Mais sinon, de façon globale, je pense qu'elle a déjà cité, il y a déjà beaucoup d'autres études. Il y a un mémoire qui a été soutenu l'année passée par rapport à ces ostomies-là. Donc là, nous sommes à la phase justement de faire des études, même pas sur les ostomies globalement, mais sur des techniques bien précises, parce que le mémoire qui a été fait l'année passée, c'était sur les ostomies, je pense, ouverture, tibiale par rapport au genou baron. Donc, merci. Donc, c'était par rapport à ce premier objectif-là. Et le deuxième, justement, c'est de pouvoir matérialiser notre collaboration avec l'hôpital Cure. Je pense qu'on s'est rencontrés plusieurs fois et nous collaborons déjà avec l'échange des DES, les stages avec les DES. Et là, ce travail scientifique vient matérialiser justement cette collaboration sur le côté académique. Et je pense que ça ne fait que commencer. Et nous allons sûrement avoir beaucoup d'autres études, beaucoup d'autres mémoires dans ce sens-là. Et merci beaucoup, toujours par rapport à l'hôpital Cure. Et il faut préciser qu'à-dessus ce travail-là, qui est intéressant, nous avons quand même parvenu à faire quelques grandes conclusions, notamment dans les différentes associations. On est tous d'accord que le rachitisme carentiel lié à la malnutrition reste toujours la cause principale pour ces déformations autour du genou là. Donc je pense qu'il faut voir des recommandations dans ce sens. Pour voir, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres programmes que ce sont peut-être le mieux placé pour nous dire par rapport à la gestion de cette maladie carentielle. Mais jusqu'à présent, justement, avec cette étude-là, on constate que donc, la malnutrition, avec ses conséquences sur avec le rachitisme et les conséquences sur l'appareil locomoteur, n'est pas encore justement géré. Donc on va voir sûrement dans quel cadre peut-être essayer de faire des recommandations aux autorités peut-être de tutelle pour davantage renforcer la prévention de cette maladie-là. Et on a aussi mis en évidence un lien entre la consanguinité et l'étiologie de ces déformations-là. Peut-être que ça aurait dû être fouillé beaucoup plus davantage pour pouvoir avoir des précisions, mais je pense que peut-être c'est juste un travail préliminaire et puis après, nous allons voir comment aller davantage en profondeur. Un autre point positif, c'est de voir que finalement, chez les enfants, avec peu de moyens, on peut faire une bonne correction. Le plus, vous voyez, la majorité des moyens qui ont été utilisés, c'est des broches et des agrafes. Surtout les broches de façon vraiment importante. Donc c'est aussi le lieu de montrer que bon, il faut certes un travail vraiment de précision, mais en tant que tel, je pense qu'il faut juste peut-être une courbe d'apprentissage, mais ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Et c'est sur ça, je pense qu'on doit aller dans la population, pour leur faire comprendre que ce n'est pas justement un drame d'opérer quelqu'un s'il a une malformation, parce que c'est cet aspect qu'il faut pouvoir gérer dans le psychique peut-être des malades. Parce que dès qu'on dit qu'on va opérer quelqu'un, on voit tout simplement un drame, parce que les gens pensent que dès qu'on met le souris, c'est vraiment compliqué. Et aussi, peut-être à la fin, c'est comme le docteur Noma l'a dit, bon, malgré tout, quand même, le pangono reste un problème. Or, justement, ça doit être l'élément principal autour duquel doit se faire la planification. Donc, vous voyez, je pense même à l'hôpital Cure, jusqu'à présent, ils ne font pas de pangono, peut-être c'est de voir dans quelle limite, après, peut-être pouvoir mettre chez nos radiologues cette habitude de réaliser les pangonos. Donc, globalement, c'est ça. Et par rapport à l'MP30, bon, alors, c'est la première femme, non, de notre deux, qui a été formée de bout à bout. Et donc, je pense que ça en dit long. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit. C'est à son actif. Vraiment, ce travail a été mené de bout à bout. Elle a été dégourdie et honnêtement, il n'y a que des choses positives sur elle. Et je pense que si le jury accepte ce travail-là, elle sera une bonne orthopédiste parce qu'elle est vraiment engagée et motivée. Et je pense que dans ce travail, c'est la motivation, l'engagement qui compte. Tout le reste, tant qu'on a ces deux qualités, viendront, je pense que de façon naturelle. Donc elle a ces deux qualités-là et je la félicite, je félicite sa famille, je félicite son époux qui a été aussi patient durant toutes ces années-là. Donc voilà, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir gérer ce travail avec le Dr Pastor sous les auspices de notre maître de professeur. Merci beaucoup, cher maître, je suis au terme de mon propos et merci à toute l'assistance.
member of the jury, Prof. Ali Omid, directed the memo, Dr. Dalatu. Thank you, Dr. Milka, for presenting for us. This is glad to be here and to share this opportunity with all of you. And it's really very encouraging to see Professor Suna leading us in all this field, because he's been in the pediatric department for a long time. I think this is really remarkable in terms of what the time that he put in place, and even to make this children's deformity corrections is a primary, and to choose the topic that we want to go through it. Based on the classes that we do in CUA, a little bit of background. CUA has been there from 2010 to now it's 14 years. This case was done between 2013, 2023, and the time is 1 year. And all of us know that that was the challenge year that we go through the difficult time. But we're also glad because now we are free at last. We should be proud of that. And whatever we have now, we have all for ourselves. Concerning the classes that we do, it look a little bit small because of that. What is very common in CUA in terms of introduction, we have a collaborative team. And this team is a mix of anesthesia team, nutritional department, and physiotherapy. And so the selection of the patients is dependent on all these categories. Sometimes we have to put these patients sometimes in the what we call site or the long stay to just feed them, because we know that our community all over where we come from, they're very severely malnourished. When they come with the severe malnutrition, their bone is very soft, and even when you do the corrective surgery, you cannot even hold the pin. And so we have to feed them for time, and then now after time of feeding, when we see that their bone now have remodeling phase, remain only the deformity and the bone is in the good quality, now we can be able to plan. Now talking about the plan, the big part really for the surgery is the planning. That's where I come in, where we have a very systematic system where we do our deformity analysis, and that most of the time before we do any surgery, we have to spend time and do that deformity analysis. And she has put it very well. We have two ways of doing deformity analysis. We can do mechanical axis deformity analysis, and we can do anatomical axis deformity analysis. And those two types of the anatomy and the mechanical analysis, it does aid us a lot in the process before going in. And so the time that we're going to spend in doing the surgery is shorter than the time that we're doing pre-surgical process. Other part also that's very great, and I think this is plus for the Niger, is that we have a very good system in terms of interoperatively we have the CM. The CM helping a lot in marking where you want to do precisely the surgery. And so that's helping us, even doesn't the big wound, only do stop wound, and we go for the area where is the cora, and we'll be able to do the surgery there and correctly. Interoperatively, most of the time will be commonly using of the anatomical axis, because it's very easy after you do the osteotomy. You can be able to use very simply, if one can do it, like you can use anterior superior iliac spine and go through the knee, and then you go down all the way to the ankle, and should be at the first space or the second toe in the foot. Been saying that C-arm is a very crucial part in our surgery, and I think we will continue this collaboration with the university to be able to help each other. Looking forward, if the CUA organization will be able to get even the CM to be able to donate to the hospital here, because I know also there's a big case that we're doing here for the children. Last time when we have some set, we were able to donate to Professor Suna, and I'm sure it's been put in the place to be able to support these children in their deformity. When we look at our children, the main reason really we do all this surgery is that to help these children that they have limited reaching the resources. We all know that our children, first we were talking with Professor Garba Dauda outside there, that most of the time that these children come to us late, they first go to the traditional healers. And so when they come to us, the deformity is very severely deformed.
And that's the part that we really need to acknowledge, in that this is giving us the opportunity of looking and say, how can we be able to be strategically impact in reaching out to the children. And this is, I'm just saying this for this forum because this is the forum that for the scientific people that we were planning to do a training that we want to establish in QNIG, that is not only doing the surgeries enough, but actually training people and sending them to go all the way to Diva, to Zender, because they come from very far distance. And if you're able to train somebody and send them there, I think that will be plus, and that's the main reason that actually the QA exists. We treat the children completely free. They don't pay anything. What they will pay probably when they're coming from the home for their transport, when they come to the hospital. By the time they reach the hospital, they don't pay anything. We feed them, we treat them, and when they're finished, we even sometimes give them the money to go back when they start. And so that is, I think, I should say it is very great for the country, and also we want to appreciate the government for giving that opportunity to let QA be there, to be able to be part of this participation. Because at the end, we really need these children to go back. We have a cycle, what we call it, the cycle of when the child have a deformity, they go through the very difficult time of despair. They're looking at the opportunity, it's very difficult, and they cannot do anything. And the mom and the father, maybe they don't have money. And so that becomes very difficult time and end up with poverty. So we're trying to break the cycle in terms of when we treat this child, and then now we take out the issue of the money, so this child should be able to get the right treatment in the right time. And also they will be, this is the future of our generation. We are not the future. The future is the children. And so what we are doing, when we do it correct, we're giving the good future for the children, so that they, tomorrow when their time comes, they will be able to lead this country in the right places with the right tools. Thank you, Professor Suna. Hospital, voilà, pragmatique personne. Ainsi donc voilà, et à mon tour de prendre la parole. Bon, par rapport, parce que vous savez, un confrère c'est toujours une chance, hein, vous voyez. Chaque fois que j'ai l'occasion de vous appeler, pour qu'on travaille ensemble, ça sert à quelque chose. Docteur Garba qui est nouvellement venu, je crois que ça lui servira d'exemple. Bon, par rapport au pangonogramme. Le pangonogramme, c'est un problème qui date de très longtemps. Dès que j'ai atterri dans ce pays, j'ai tenté de faire des pangonogrammes. À l'hôpital, j'ai été à plusieurs fois quand j'ai fait mon bref passage là-bas. On m'a dit qu'il n'y avait pas de clichés, de grands clichés. Avant, il fallait mettre corriger tout. Et puis on est resté sur ça. Et de temps à autre, on demandait, mais pourquoi vous ne commandez pas de clichés? Nous, bon, de grandes cassettes. Bon, c'est pas jusque-là, ça fait plus de 20 ans. Il n'y a pas de grandes cassettes. Hein? Et une fois, je suis encore reparti à la charge vers ces gens avec l'apparition du scanner. Parce que bon, on ne peut pas dire qu'on a un scanner, puis après il y a eu la radiographie numérisée et qu'on ne puisse pas faire un pangonogramme. C'est pas vrai. Parce que moi j'ai connu nos pangonogrammes au Maghreb, mais eux-mêmes n'avaient pas de grande cassette, mais ils découpaient. Et ils collaient les radios, mettaient des repères, ils faisaient plusieurs, 2-3 clichés en fonction de la taille de la personne, et ils venaient coller. Ça sert quand même à quelque chose un peu, voilà. Et maintenant, avec la radiographie numérisée, on prend, on met à l'écran, on fabrique son truc, on trace ses lignes et on édite. Bon, on a eu quelques évolutions. À l'hôpital général, il y a quelqu'un qui le fait chez les enfants, plus à la clinique Couronne. Qui aujourd'hui vous demandez un pangonogramme pour l'enfant, quand ils sont capables, ils le font quoi. Ils le font. Mais le reste, hein, on ne peut pas déborder de sa spécialité et aller bon. Ça, on ne limite pas ça. Donc, pour effectivement et ces problèmes-là, moi je me suis occupé de ces problèmes. Vous voyez, sous ces références, il n'a pas tout mis. On a déjà 3 références 3 et référence 11, référence 18. Il y a d'autres qui est la machine. Il y en a fait beaucoup de choses sur on a travaillé avec le PRAN, on a commencé avec Abachi. Bon, lui, il est parti, quand il a eu ses responsabilités, il a arrêté. Et moi, j'ai continué. Bon, c'est un problème anthropologique d'abord, si je peux dire. C'est anthropologique. Et un problème économique.
Parce que quand vous dirigez un programme de réadaptation, comme j'ai eu la chance de le faire, chez un moment, on se rend compte de certaines choses. Que bon, certains ils te disent, mais pourquoi tu veux toucher à mon enfant parce que Dieu l'a fabriqué comme ça? Il faut remonter dans l'anthropologie. Certains, moi j'ai vu au moins 2 fois où c'était les mêmes cas, le gars il ne paye pas, on les amène à l'hôpital, on leur donne une pension alimentaire pendant tout le temps, ils ne payent rien. Ils ont dit, mais écoutez, cet enfant, j'ai fait 2 ou 3 tours chez eux, et puis finalement ils ont été honnêtes. Un enfant devait être gampelé là. On dit, mais écoute, cet enfant, dans un bon jour, il nous rapportait 2000 francs, parce qu'on a 2000 francs à la fin. Si tu vas l'opérer, il n'inspirera plus la pitié, tu vas nous donner ces 2000 francs par jour. J'ai dit non. 2 cas où on a refusé pour des raisons économiques. Donc c'est vraiment des problèmes beaucoup plus profonds qu'on le pourra. On fait ce qu'on peut pour essayer de donner une seconde chance à ces enfants. Pour la question de consanguinité, je crois qu'il faut être prudent. Parce que, est-ce que c'est des consanguinités ou une habitude? Parce qu'on est tous plus ou moins issus de mariage consanguin. Quand il y a des habitudes alimentaires familiales, quand on m'a dit sa cousine, on a déjà les mêmes habitudes alimentaires, le même comportement alimentaire et continue à le faire. Donc il faut écarter ce facteur-là. Est-ce que ce n'est pas une habitude, une tradition alimentaire? Il y a des gens, surtout que c'est des gens qui viennent de communautés assez concentrées, donc les gens mangent qui peuvent manger. Puisqu'en fait, ce n'est pas forcément une maladie de la faim, mais une maladie de la malnutrition. Et le problème du document, il y a eu des nouvelles choses, anti-plagiat et quoi. Quand tu mets les généralités, on va leur répondre tous plagiat. Voilà. Donc maintenant, peut-être le contourner par une problématique. Voilà. C'est un problème qui nous est tombé dessus. Nous avons eu le malheur d'être au nom de l'enfant, pour trouver un moyen de faire clair. Et que bon, mais les critiques sont là. Et que voilà, ils ont du mal à sortir du mémoire de la thèse pour aller dans un moment de DS. Un mémoire de DS dans la plupart des écoles, c'est autour de 50 pages. Ça ne dépasse pas. C'est effectivement ce qu'il a dit. Tu viens avec 1 ou 2 objectifs. Tu démontres aux gens. En fait, c'est juste un article amplifié, un mémoire de DS. Mais il reste dans la terre. Ok, bon. Et j'ai vu la bibliographie, effectivement. J'ai vu, il a cité Zotero. Mais c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, le site Zotero. Ce que je disais à Dalla pour d'installer son outil. Il suffit juste d'aller dans Google, Zotero, tu installes. Quand tu es dans Zotero aujourd'hui, tu n'as pas de problème bibliographique. Il peut même te faire une bibliographie. Donc, il fallait exploiter Zotero. Et sous ces problèmes de méthodologie, bon, malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe parce que j'ai siégé 2 fois dans des jurys où j'étais président et le directeur de mémoire, des travaux qui sont même dans ce titre de travaux, sur des thèmes qu'il refait, et il dit qu'il n'y a pas de travaux. Les gens, ils ne font pas. Oui, mais je ne sais pas que ce n'est pas. Et la plupart des références, c'est au dernier moment que je l'ai remis. J'ai dit, tu ne peux pas avoir de problème, puisqu'on a quand même tant de travaux sur ça. Et dans ces travaux, la plupart vers les derniers travaux les plus récents, surtout sur le titre 11 sur Surgical Treatment of Children with Varomni, à comparaison between two methods. Il y a la table de modélisation de Hernibou, traduit en anglais, donc il peut comprendre ça. Or, en français, dans le monde faucon, jusqu'à présent, quand tu fais un travail sur les os, que ce soit adulte ou enfant, la table de modélisation de Hernibou, tu aurais tout ce problème, peut d'utiliser un truc de bistouri. Ça te dit à peu près 1 cm de côté d'une ossotomie égale à 10 degrés. C'est des choses comme ça. Donc, en fonction, voilà, Hernibou règle tout ce problème et je crois qu'il faut le mettre et ils allaient tout de suite comprendre où est-ce qu'on fait l'ossotomie, pourquoi, et avec ou sans pambologramme, voilà cette table de modélisation. Il suffit juste d'avoir les degrés et tu le mets dans la table, ça te donne voilà la hauteur qu'il faut couper. C'est comme ça qu'on a fait des années pour contourner le pambologramme. Pas un secret.
Voilà, donc, et voilà, il y a aussi sur les... Ils ont fait des remarques assez intéressantes qui font que, malgré que ce soit le président, je parle, parce qu'eux m'ont donné l'occasion de m'exprimer. Au niveau des complications, là, je sais pas, c'est page 58 ou 59, tu parles de récidive. Mais votre recul, c'était 6 mois. Ce sont des hypocorrections. Ce ne sont pas des récidives. En 6 mois, si tu as une vidéo, c'est une hypocorrection. Voilà. Et il y a aussi des choses, si vous avez parcouru ces travaux, nous avons fait dans les travaux la description des formes qu'on a. Le génuvarbum, le coup de vent, ici c'est du rachitisme. Il y a rarement de maladie de Goulou. Le maladie de Goulou, généralement ici, vient de la côte. Il y a des cas de côte. Ici, il y a. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas, mais c'est extrêmement rare la maladie. Donc tu peux y aller quand il y a une déviation axiale frontale du membre chez un enfant, tu peux dire à 98% que c'est du rachitisme. Et effectivement, il faut faire une supplémentation en vitamine, calcium et vitamine D avant et après. Et dans des travaux, nous démontrons que si on voulait supplémenter 2 ans, le risque de récidive s'effondre complètement. Si c'est du rachitisme, vous le supplémentez pendant 2 ans, c'est fini. Voilà un peu ma contribution. Et monsieur, je vous remercie. Et voilà, vous pouvez, si la salle peut être vidée. Ah, monsieur Hervé, vous êtes là? Bonjour. Vous allez bien? Bon,